Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera varants et certificats, produits de bourse, avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Alors au menu cette semaine, nous avons Nvidia, le CAC, les taux allemands, le Stock 600, Basic Resources, Renault, Bolloré et Thales. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités assis autour de la table, avec pour commencer Jean-Louis Cuissac, président, formateur, trader de Perceval Finance. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Dorian Abadi, analyste meilleur taux placement. Merci beaucoup d'être avec nous, Dorian. Merci. Et Franck Morel, président fondateur de zonebourse.com. Merci Franck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Léa Gézéquel, je vous représente, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Commençons tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine. Alors pour commencer, on va parler de Nvidia. Alors c'est la belle histoire de cette année, hein, Franck. Vous êtes intéressé dans les semaines qui ont précédé cette émission à Nvidia. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Oui, volontiers. Nvidia, ce sera vraiment le parcours boursier à retenir de l'année 2023 avec un cours qui a quasiment été multiplié par 3. Pour la bonne et simple raison que Nvidia, qui faisait à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires trimestriel, est passé de 7 à 20 milliards en 2 trimestres. Donc un nouveau rythme à multiplication par près de 3 du chiffre d'affaires, par près de 5 du résultat. Et ça s'est fait en 2 trimestres. Et donc on est désormais sur un nouveau rythme d'activité pour Nvidia qui construit des puces, des cartes graphiques, des systèmes d'accélération et de parallélisation de calculs complexes. Donc c'est leur métier historique. Ils ont eu fourni Microsoft pour la PlayStation, des cartes graphiques qui servaient notamment à faire de la crypto-monnaie, à faire du mining de crypto. Et donc, ils sont désormais le principal fournisseur de tout ce qui est puissance de calcul liée à l'intelligence artificielle générative, que vous avez tous observé dernièrement avec notamment GPT, mais il y a plein d'autres modèles. Et donc, ce sont les vendeurs de pioches de l'intelligence artificielle générative. Et donc, c'est une thématique dans laquelle je pense qu'il faut clairement investir. Combien même Nvidia teste actuellement ses plus hauts historiques, on est au tout début d'un nouveau cycle d'activité pour Nvidia, qui est l'archi-leader incontesté, qui sera dur à rattraper et qui, quoi qu'il en soit, devrait bénéficier dans les 3 années à venir d'une explosion de la demande et de son chiffre d'affaires, puisqu'on est en train de tout numériser, de tout digitaliser et qui sont tout en haut de la chaîne. Alors, un cours multiplié par 3, un chiffre d'affaires multiplié par 3, tout ça est quand même assez cohérent. Il n'y a pas forcément de surachat. Alors, il n'y a pas forcément, non, tout à fait de surachat. Vous avez aussi donc le chiffre d'affaires a été multiplié par 3, mais le résultat, lui, a été multiplié par 5. On est sur une société qui se paye actuellement 25 fois, à peu près 27 fois les résultats de l'année prochaine, ce qui, compte tenu du profil de croissance de la situation financière de la société, ne me paraît pas du tout surévalué. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel encore d'appréciation pour tout le secteur, Nvidia en premier lieu, et qu'il faut clairement être investi dans la thématique qui, à mon sens, devrait continuer à faire parler d'elle l'année prochaine. On a quand même une grosse volatilité, on le voit sur le graphique que vous nous avez apporté à l'écran là. Donc entre le mois de septembre et le mois d'octobre, on avait quand même perdu 20%, puis on les a repris. Une grosse volatilité quand même. Oui, vous avez un retour de 20%, mais qui correspond à un retour après une multiplication par près de 3 du cours. Donc oui, on a de la volatilité, il faut y être préparé, mais le potentiel me paraît important et je pense qu'il faut absolument être investi dans la thématique et que Nvidia est un bon vecteur pour le faire. Donc là, vous avez techniquement le test qui a lieu actuellement des $500, 500, 505 $. Au-dessus, on est sur des nouveaux plus hauts historiques et ce serait totalement logique compte tenu de l'évolution du business d'Nvidia. Très bien. Un commentaire, messieurs ? On doit être d'accord à 100%. Très bien. Également, peut-être faire du versement programmé là-dessus si on craint de rentrer un peu trop haut. Et finalement, la volatilité est une bonne chose quand on fait du versement programmé là-dessus pour lisser le achat. Quand on voit Nvidia graphiquement, on se dit peut-être qu'il faut quand même qu'il y ait un franchissement net de ce plus haut, ou vous êtes
Vous êtes haussier sur... Non, je suis aussi au cours actuel. D'accord. J'attends pas le signal. Très bien, parfait. Merci beaucoup Franck, très intéressant. Jean-Louis, un petit point sur le CAC là. Franchi les plus hauts la semaine dernière. Ouais, tous les marchés restent haussiers, hein, donc justement Nvidia, le SPI 500 est au plus haut, donc le CAC 40 est au plus haut. Quel moteur de cette hausse là en ce moment? Les taux. Les taux, rien que les taux, les anticipations hyper agressives. Pourtant, il y a eu des mises en garde, il y a eu des tentatives entre guillemets de refroidissement du moteur. Mais les investisseurs restent vraiment acheteurs. Alors, ce qu'on observe, c'est mathématique. C'est-à-dire que vous avez des flux entrants sur les actions, sur les ETF actions par exemple, tout ce qui est indice extrêmement important. La semaine dernière, il y avait encore 72,5 milliards, dont plus de 80% sur le marché américain. Et donc, ça y va. Et il y a de l'argent. Donc, il s'investit, on voit... Il y a de l'argent non investi et qui arrive sur les marchés. Vient encore sur les marchés. Et donc alimenter cette hausse. Et c'est pour ça que vous avez des hausses qui se font lentement, mais sûrement. Alors là, pour le coup, les volatilités sont devenues extrêmement faibles. On a des rachats constants. Il y a vraiment une hausse régulière, avec même dans la séance, très peu de retracements. Donc c'est un peu pénible pour justement ceux qui essayent d'un petit peu de spéculer dans le sens de la hausse. Alors la semaine dernière, on a eu des signaux d'arrêt, on va dire. D'arrêt, sur le DAX notamment, il a été assez marqué. Le CAC 40, c'est arrêt sur le DAX, digestion sur le CAC 40, on va dire, petite stabilisation. Et par contre, US, toujours haussier, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Si on se replace au 24 octobre, quand on était à peu près à 6007 sur le CAC 40, est-ce qu'on avait le même sentiment? Est-ce qu'on avait aussi la même confiance? Parce qu'on a quand même retracé, on a fait une hausse de à peu près 12% sur le CAC. Si on se replace le 24 octobre, est-ce que vous auriez tenu le même discours? Cette confiance. Vous parliez de complaisance, vous parliez d'une certaine confiance, mais à 6780, est-ce qu'on était dans la même situation? En fait, il n'y a jamais eu de complaisance. Hein, attention, il n'y a jamais eu de complaisance. Et j'ai toujours considéré que les marchés étaient extrêmement solides. Ils étaient construits, si vous voulez, dans la méfiance. Et on ne pouvait pas, justement, s'attendre à ce que le marché dévisse fortement. Et c'est pas parce qu'on est monté à 7007 que je considère que le marché devient fragile. Non, il ne l'est pas encore sur le plan de la construction. Compte tenu du fait qu'il y a encore de l'argent à placer, il y a encore des liquidités? Mais compte tenu de ce que j'observe dans sa construction, c'est-à-dire avec des volatilités implicites qui restent, là par exemple on est à 11,5. C'est très faible. Oui, c'est faible, mais on n'est pas à 9,5, 10. Par exemple, en décembre 2019, quand j'ai dit « barrez-vous », c'était vraiment le fruit d'une réflexion et d'une observation du comportement de la volatilité implicite et des acteurs du marché. À l'époque, on avait notamment des gérants, des gros investisseurs qui ne savaient plus quoi faire. On parlait tout. À l'époque, c'était pas les taux, c'était les accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. On parlait que de ça. Ça faisait mais les marchés, à un moment donné, ils plafonnaient. Et à ce moment-là, on avait des gérants qui sont venus vendre des puts, et qui ne savaient plus trop quoi. Ils disaient, bon, ben, ça vaut 6 000, 6 100, je vais vendre des puts 5 008 parce que si ça baisse, de toute façon, ça m'intéresse d'acheter à 5 008. D'accord. OK. Seulement, dès que je disais que s'il y avait un catalyseur négatif, à ce moment-là, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire quand il y a une mauvaise nouvelle, on ne veut plus acheter. Bon, là, ça a été évidemment... grosse mauvaise nouvelle. Ouais, ça a été la Covid qui s'est mis en place, d'ailleurs un peu doucement au départ, mais ça a été après une catastrophe, justement parce qu'il y avait une fragilisation des positions. Très bien. Donc, au niveau des taux, là, on a vu quand même un léger basculement dans la communication des banques centrales. Tout d'un coup, on accepte l'idée qu'il puisse y avoir des baisses de taux l'année prochaine, alors qu'avant, dans le mode de communication des banques centrales, il n'en était pas question. Enfin, on refusait de commenter cette information. Mais aujourd'hui, de toute façon, il y a des anticipations agressives sur le timing et sur l'ampleur de la baisse des taux. Mais bon, je pense que Dorian va en parler. Là, on voit, par exemple, une corrélation, surtout ces dernières semaines, parfaite entre la montée, la reprise du Bund, donc c'est les taux allemands,
c'est quand même ce qui est le plus représentatif, et la hausse du CAC 40. Donc là, vous voyez, on a un marché qui est vraiment dopé par ces anticipations de baisse des taux. Ça devient même, parce que vous savez, pour des grandes sociétés, que les taux soient à 5, à 4, à 3, ils sont très solides, ça ne va pas les rendre vulnérables. Non, ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est le rattrapage des mid, des small, des valeurs qui sont entre les deux, en effet, qui ont fortement décollé et qui amènent du moral, qui amènent de l'optimisme. Après, on n'est pas encore dans cette phase de complaisance. On ne peut pas parler de cupidité, on ne peut pas encore parler d'effet FOMO. On s'attend même à ce que le début de l'année sur les mid et small soit porteur. C'est souvent une période assez haussière sur les mid et small. Janvier, février, parfois jusqu'à mars. Il y a quand même eu de très très belles anticipations. Donc maintenant, trouver des relais, ça ne va pas être facile. Mais bon, il y a toujours des possibilités. Dorian, vous vouliez parler des taux? Oui. Je ne veux pas que Jean-Louis vous prenne tous vos arguments, mais je pense que vous avez fait une analyse assez précise sur l'évolution des taux, là. C'est avant tout un point sur ce qui s'est passé ces tout derniers jours, puisque ça a été la grande thématique à la fois de 2022 et de 2023. Mercredi dernier, le 13 décembre, on a eu la grand-messe de la Fed, la Banque centrale américaine. Concrètement, elle a annoncé deux choses. Pour le moment, le statu quo sur les taux, c'est-à-dire qu'elle laisse ses taux directeurs dans la fourchette 5,25 à 5,50, parce qu'elle estime... Comme la BCE, d'ailleurs. Exactement. La BCE également table sur un statu quo. Dans les deux cas, parce que les banques centrales estiment que l'inflation est encore un peu trop forte par rapport à leurs objectifs. Pour le dire autrement, on est à 3% sur un an d'inflation aux États-Unis, 2,4, 2,5% côté zone euro. Et on a un objectif assez arbitraire qui est fixé à 2%. Mais surtout, la Fed a annoncé le fameux pivot dont on a beaucoup entendu parler. Concrètement, en fait, elle a annoncé qu'elle allait baisser ses taux en 2024. Le pivot distingue juste le fait qu'on passe d'un cycle de hausse à un cycle de baisse sur les taux. C'est la première fois qu'elle parle de baisse qu'elle affirme c'est quoi la nuance? Oui, qu'elle affirme aussi clairement, oui. Pour autant, elle n'a pas donné de calendrier, elle n'a pas donné d'indication précise sur l'amplitude. Je ne rentre pas dans les détails à ce qu'on appelle les dot plots, donc les estimations des membres du FOMC. Mais c'est sous la forme d'un tableau et chaque membre du comité met son objectif ou son anticipation pour l'année prochaine. Donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes avis. Tout à fait. Ça donne une espèce de moyenne. Nous, ce qu'on dit surtout chez Meilleur Taux Placement, c'est qu'en réalité, les médias et les investisseurs, ils vont de leur pari sur le calendrier et l'amplitude. Ça a relativement peu d'importance. L'essentiel, c'est que ça y est, on entre dans une phase de cycle de baisse. Le calendrier, alors pour les plus optimistes, c'est mars, les premières baisses. Tôt, hein? C'est de plus en plus tôt. Effectivement, Jean-Louis parlait d'anticipation agressive. Le mois de mars, on n'en entendait pas parler il y a encore quelques semaines. En général, on est plutôt sur juillet, voire l'automne. Mais peu importe. Ce qui se dit surtout, c'est qu'on serait aux alentours de 1%, voire un peu plus, de baisse des taux européens et américains l'an prochain. C'est surtout ça qui est déterminant. Le calendrier, on s'en moque un petit peu. Et ce qui est très important aussi, c'est que quand on modifie les taux, à la hausse ou à la baisse, il faut attendre 12 à 18 mois pour qu'ils impactent réellement l'économie. Donc c'est pour ça que les anticipations de calendrier, en réalité, on s'en moque un petit peu. Ça va prendre beaucoup de temps de les baisser. On va également, en toute logique, le faire en 2025. Et surtout, la Fed a l'air beaucoup plus pragmatique que la BCE. La BCE devrait normalement les baisser urgemment. On est proche de la récession. Et la Fed... Il y a en Allemagne depuis maintenant un moment. Exactement. Et la Fed, elle, donc a déjà commencé à anticiper cette baisse-là, mais est confrontée à une économie beaucoup plus résiliente, même si elle tourne un petit peu au ralenti. Elle n'est clairement pas dans l'état de la zone euro. On l'a encore vu récemment avec les derniers indicateurs PMI d'activité. En particulier dans l'industrie, on est vraiment au ralenti. Donc il y aurait plutôt urgence côté européen à le faire vite. Et on trouve aberrant que Christine Lagarde, qui s'est beaucoup trompée ces derniers mois, et ses équipes continuent de s'entêter. Vraiment, oui, non, c'est beaucoup trompé. Oui. Jean-Louis, je vous voyais opiner de la tête. Non, mais en fait, ils n'en ont même pas parlé, a-t-elle dit lors de la dernière réunion. Donc, en fait, sur les taux américains, au départ, c'était mars qu'ils attendaient. Après, ils ont repoussé en juin. Et là, ils sont revenus à mars. Mais les anticipations de marché, c'est 150 points de base. Alors que la Fed dit 0,75. Donc c'est pour ça qu'on parle d'anticipation agressive à la fois sur l'amplitude de la baisse des taux et sur la date. Parce que mars, c'est pas évident, quoi. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'il faut voir, il faut prendre un peu de recul, c'est se dire, bon,
tout va bien, ok, les entreprises font des bénéfices, il y a de bonnes perspectives, mais on est dans une phase de marché où il y a quand même des anticipations qui sont très optimistes. Il y a des attentes qui sont très optimistes, qui ont de bonnes chances d'être approuvées, validées par les faits. Mais quand même, je pense que c'est une phase où il faut commencer à être prudent, moi je pense. Merci infiniment, messieurs. On va passer à la prochaine rubrique, le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler d'un sous-jacent. C'est l'Eurostoxx 600 Basic Resources. Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors avant de parler de ce sous-jacent, on va remonter un petit peu la chaîne pour parler du Stoxx 600 Europe, qui est un des indices européens les plus suivis, qui rassemble, donc, comme son nom l'indique, 600 entreprises européennes, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Suisse ou en Allemagne, autour de 20 secteurs d'activité. Donc c'est vraiment un indice qui regroupe beaucoup de choses. Et donc nous ici, on va s'intéresser en fait à un sous-indice du Stoxx 600 Europe qui s'appelle le Stoxx 600 Europe Basic Resources. C'est un des 20 secteurs, c'est ça? Donc exactement. En fait, cet indice, il va prendre toutes les entreprises du Stoxx 600 Europe qui sont dans ce secteur d'activité, dans les ressources basiques. Donc les ressources basiques, c'est quoi? C'est principalement de l'extraction minière, mais c'est aussi de la fabrication de métaux ou de matériaux industriels basiques comme le papier ou le textile. Donc les 3 premières entreprises de ce Stoxx 600 Europe Basic Resources, ça va être du Rio Tinto, du Glencore, de l'Anglo-American. Donc vous voyez, l'extraction minière a quand même une grosse importance dans cet indice. Et en fait, l'intérêt de cet indice, qu'on appelle un indice thématique, c'est-à-dire qu'on investit sur une thématique, un secteur d'activité, par rapport à choisir juste Rio Tinto ou Glencore, c'est d'éviter en fait le risque lié à une seule action, à du stock picking potentiellement mal fait, où on n'est jamais à l'abri d'un revers sur une action. D'une faillite d'une entreprise. Voilà, une mauvaise gouvernance, un scandale médiatique, enfin on ne sait pas. Donc quand on investit avec un indice thématique, on lisse un petit peu le risque sur tout le secteur d'activité et non sur une entreprise en particulier. Alors attention, c'est pas parce qu'on lisse le risque qu'il n'y en a pas, on reste sur bien sûr des sous-jacents où il y a un risque de perdre du capital si le secteur sous-performe. Ceci dit, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on voit que depuis 2018, justement ce Stoxx 600 Basic Resources, il a largement surperformé son benchmark du Stoxx 600 Europe, puisque donc là, ce sont les courbes avec dividendes réinvestis. Sur le Stoxx 600 Europe, on est à plus 42% depuis 2018 versus plus 60% pour le Basic Resources. Voilà, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Alors après, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on a trouvé que c'était une thématique intéressante et c'est la raison pour laquelle on a émis au début du mois de décembre des turbo best, que ce soit haussier ou baissier, donc des calls ou des puts, pour pouvoir investir justement sur cet indice thématique en potentiellement prenant de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est ce qui va venir amplifier les variations du sous-jacent. Ça peut être bien sûr favorable ou défavorable à l'investisseur selon si son scénario se réalise ou pas. Mais en tout cas, c'est une des thématiques que nous proposons maintenant dans notre gamme. D'ailleurs, il y en a d'autres, parce que là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Basic Resources, mais ce Stoxx 600, il existe aussi sur l'automobile, sur la santé, sur les médias et sur plein d'autres... Comment on explique, messieurs, est-ce que vous avez une idée de l'explication de la surperformance des Basic Resources par rapport... Est-ce que l'inflation, là-dedans, a eu un impact sur les Basic Resources? Parce qu'on pourrait se dire que ça coûte plus cher d'extraire, mais en fait, peut-être que ça se reflète assez rapidement sur les prix. Non ? Il y a toujours une demande très forte sur certains minerais, que ce soit dans l'industrie. Alors sur l'or, d'ailleurs, nous, ce qui nous avait intéressé ces derniers temps, c'est les commandes massives, les achats massifs des banques centrales. L'année n'est pas terminée, mais on serait sur une année historique, déjà 2022 l'été, ça a spécifiquement sur l'or. Alors je m'arrête juste à l'or, mais... Oui, d'accord, très intéressant. Quand vous investissez dans cet indice, vous investissez dans une proportion très importante sur les sociétés anglaises. D'ailleurs, c'est très intéressant d'observer l'Europe. Vous avez vraiment des spécialités par pays. Basic Resources en Europe, c'est United Kingdom que ça se passe. C'est là où vous avez tous les acteurs, les leaders européens. Ils sont tous anglais. Essentiellement, je pense que 80% de l'indice doit être composé de valeurs anglaises.
Et donc en fait, vous avez les minerais, notamment l'or, qui est sur ses plus hauts. Et donc vous avez tout le secteur qui en a largement bénéficié. Après, sur des horizons de temps plus longs, je ne suis pas sûr que ça surperforme. Mais sur cette phase, en tout cas, c'était le cas. Merci infiniment. Alors maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités assis autour de la table a 60 secondes pour convaincre les deux autres qui disposent d'une petite pancarte pour dire s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer par Franck Morel. Franck, vous allez nous parler de Renault. Alors on attend que le chronomètre s'affiche derrière moi et on va y aller. 3, 2, 1. Franck, c'est à vous. Allez, c'est parti. Donc Renault aujourd'hui vaut 10 milliards en termes de capitalisation boursière, fait plus de 55 milliards de chiffre d'affaires, est rentable, a une situation financière saine. Renault aujourd'hui, l'activité même de Renault, compte tenu de ses niveaux de valorisation qui font partie des plus faibles de la cote européenne, font que l'activité de Renault est valorisée à 0. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc vous avez un pivotement qui est actuellement mis en œuvre vers l'électrique, avec un potentiel d'appréciation si toutefois la stratégie fonctionnait, qui est très important. Mais avant qu'on ait une visibilité sur cette stratégie qui est mise en œuvre actuellement, vous allez avoir en début d'année, comme c'est à peu près chaque année le cas, un regain d'intérêt pour les valeurs plus spéculatives, moins bien valorisées, ce qu'on appelle les seconds couteaux. Donc ma stratégie, c'est qu'on va avoir une reprise de Renault en premier trimestre. Top. Vous n'aurez pas le temps de finir, vous pourrez le faire tout à l'heure en répondant à vos détracteurs, s'il y en a. Nous avons un trade et nous avons un pas trade. Jean-Louis, c'est à vous. C'est purement graphique, là, pour l'instant. Moi, si vous voulez, Renault... On attend de vous. Ouais, m'a jamais fait rêver, mais là, si vous voulez, on est sur une résistance, les marchés sont plus hauts, elle a quand même sous-performé durant ces derniers mois de 2023, donc il y a à moins d'avoir une forte conviction, comme Franck, sur le plan fondamental, je préfère Stellantis, par exemple, parce que toutes les sociétés automobiles comme ça sont très décotées, donc de la décote, on en trouve partout, notamment sur Stellantis, donc je préfère acheter Stellantis sur des petits replis, etc. Là, pour moi, il n'y a pas de momentum. Tant si on me dit on achète sur des replis pour ceci, pour cela, vers 34,5 peut-être. Non, on achète au cours, on n'achète pas sur le repli. Vous aurez l'occasion de répondre. Non, mais Franck, en général, ce qui est bien, c'est qu'il donne quelque chose où il dit j'achète maintenant. Donc voilà, c'est pas mal. Avec une vraie conviction. C'est pour ça que je dis stop. Dorian, vous êtes plutôt favorable, vous, à ce scénario. Je rejoins ce qui a été dit sur l'aspect fondamental. On l'avait en portefeuille il n'y a pas très longtemps et justement, on l'a remplacé par Stellantis une fois le potentiel haussier que l'on avait anticipé atteint et pour avoir un relais de croissance là-dessus. La principale menace, ce sont les constructeurs électriques chinois. Beaucoup plus que Tesla, à mon avis d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup moins chers ? Ils sont beaucoup moins chers et ils profitent à plein des subventions européennes. Et en fait, vous allez avoir surtout... Réponse de Franck. Pour moi, le catalyseur, a priori, c'est début d'année. Vous allez avoir la mise en place de taxes sur l'importation des véhicules chinois. Le premier bénéficiaire de la mise en œuvre de ces taxes, ça va être Renault. Donc mon scénario... Pourquoi ? Parce Renault que c'est directement leur concurrent sur du low price, enfin sur du modèle compétitif, sur des premiers prix. C'est les acteurs chinois. Et Renault a le même positionnement. Donc vous allez avoir, à mon sens, au premier trimestre, peut-être même plutôt début d'année, une annonce de la mise en œuvre de taxes douanières sur les véhicules importés électriques chinois. Ça devrait engendrer une forte hausse de l'action Renault le jour de l'annonce, et probablement aussi un réveil sur l'intérêt d'être investi dans Renault, avec une première phase de progression avant qu'on ait une visibilité sur la mise en œuvre
effective de la stratégie électrique. Donc à mon sens, c'est le meilleur moment pour se positionner, pour bénéficier d'un effet janvier avec un retour de l'intérêt pour le risque, parce qu'en gros, en début d'année, les investisseurs sont toujours prêts à prendre plus de risques qu'en fin d'année. Donc vous avez souvent des valeurs de second plan, des valeurs moyennes ou des valeurs plus spéculatives qui peuvent avoir des bons mouvements de reprise. Et donc c'est mon scénario. Ça ne ressemble pas au type d'investissement qu'on fait généralement, puisqu'on préfère toujours investir dans des sociétés de croissance saines et qui ont déjà fait leurs preuves. Là, on est en amont, mais on est sur des niveaux de valorisation tels que ça nous semble être une option pour anticiper une éventuelle reprise de l'activité et du chiffre d'affaires, la progression du chiffre d'affaires de l'activité. Et donc, c'est à moindre risque, à mon sens, et le potentiel est, si j'ai raison, important puisque la valo est extrêmement faible. Beaucoup de minutes, mais c'était très clair. Désolé. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous voyez Renault, le prochain Tesla européen, c'est ça? Non. Je vois Renault bien progresser début d'année et après, on se posera la question de savoir si on les garde. Merci beaucoup, Franck. Alors, on va passer à Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez nous parler de Bolloré. On va remettre le chronomètre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, Bolloré, vous voyez, là, il y a eu clairement un signal d'achat technique qui s'est déclenché. La valeur a bien rebondi. Il y a eu, il y a 5 jours maintenant, parce que ce graphique a 2 jours, une nouvelle impulsion assez forte avec du volume. Donc, il y a une zone d'achat qui est clairement définie. Pourquoi pas sur un petit repli vers 5,40. Alors, c'est vraiment... D'abord, Bolloré, c'est un personnage. Ensuite, Vivendi revient dans le CAC 40. Et alors, ça commence un peu bizarrement parce qu'elle va être pondérée à, je ne sais plus combien de pourcents, je n'ai pas fait attention à combien elle était, peut-être 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Mais il va y avoir un spin-off. Donc, spin-off, c'est-à-dire une séparation des activités. Il y en a plus, Havas. Pour essayer c'est une rumeur, on ne sait pas encore. Oui, il va y avoir. C'est un projet pour l'instant, mais bon, ça devrait se faire. Et il y a beaucoup de création de valeur possible après avec Vivendi. Parce que malheureusement, vous avez fait beaucoup de digressions, mais il faut vous arrêter, Jean-Louis. Je suis désolé, je vous coupe la parole, c'est pas très poli. Parce qu'en fait, je vous ai relancé, oui, c'est de ma faute, mais vous aurez l'occasion de répondre. Alors, Franck Morel, Dorian Abadi, quel est votre sentiment sur ce scénario de marché? Quel horizon d'investissement surtout? Est-ce que c'est du coup... Attendez. Il ne faut pas être pressé. Franck, c'est parti. Je sens un sentiment de petite vengeance par rapport à tout à l'heure. Non, pas. Alors, Franck, allez-y, je vous en prie. Non, je peux pas dire que je connaisse super méga bien le dossier. Hein. Je vais pas vous mentir. Sachant que pour moi, l'intérêt d'investir sur Bolloré, ce serait justement de connaître super bien le dossier et certainement pas sur des critères techniques. D'ailleurs, quand on voit le graphique, on voit bien que ça ressemble plus à un gruyère qu'à je ne connaissais pas cette figure technique, la figure du gruyère. Donc vous avez vu, il y a quoi? Il y a 2, 3, 100 000 euros échangés jour. Donc on est donc enfin voilà, je suis pas particulièrement attiré. Je pense qu'il y a tellement mieux à faire que d'investir dans la galaxie Bolloré et sur ses choix stratégiques. Qui ne sont pas très lisibles à vos yeux. Qui sont à mon sens pas très lisibles et que j'ai pas du tout pour le coup envie d'accompagner. Très bien. Alors, juste une chose, c'est le nombre de titres échangés en bas à droite là. C'est pas les valeurs. Ouais, fois 5 euros. Moi, je pense que la méfiance de Franck vient de sa méconnaissance du dossier, donc il ne veut pas se prononcer sur un dossier qu'il ne connaît pas. En fait, c'est un dossier qui est extrêmement technique sur des critères fondamentaux, pas sur des critères d'analyse technique. Très bien. Dorian? Sensiblement pareil, il n'y a pas une énorme liquidité là-dessus. Beaucoup de critères fondamentaux à étudier, c'est pas une action que j'affectionne particulièrement. Alors graphiquement, on a quand même une intuition là. Pour du court, c'est le fondement de l'analyse de. C'est un peu ce que je voulais savoir avant, c'est-à-dire que pour du court terme, en direction de la résistance des 5,93,6, pourquoi pas. Pour du long terme, je serais beaucoup plus méfiant. Très bien, Jean-Louis, une réponse. Vous n'aviez pas terminé, donc terminez votre... Non, mais le volume, c'est pas 100 000 euros par jour, hein, c'est 1 million de titres ces derniers temps, donc voilà, c'est beaucoup plus que... À 100 000 pièces, non? Non, mais ça c'est au moment où j'ai fait la photo, sur la toute petite bougie là. Non mais bon, de toute façon, c'est vrai, c'est pas forcément hyper dense comme... mais c'est un joker, si vous voulez. L'idée étant que les marchés, ils ont beaucoup progressé. Trouver des idées fortes de conviction, c'est compliqué. Je pense que Bolloré est prêt à faire les grandes manœuvres. Ça va apporter de la valeur à vos yeux.
Oui, je pense. Il a donné le signal avec le projet de spin-off. Derrière, on peut avoir Vivendi donc, qui fusionne avec Lagardère. Enfin, Il y a plein de choses à faire, ouais. on va dire qu'il y a beaucoup de possibilités, et notamment de création de valeur. L'histoire qui est au début. En fait, il y a un récit qui Oui, arrive. c'est ça. Ça peut être en 2024 les aventures de Bolloré. Très bien, merci. On a bien saisi. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va passer à Dorian qui va nous parler de Thalès. Oui. Thalès, vous êtes prêt? Oui. Dorian, vous êtes sûr que vous êtes prêt? Je suis sûr d'être prêt. Allez, on va y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'est une recommandation de court terme que l'on a émise ces tout derniers jours chez Meilleur Taux Placement. Je ne reviens pas sur l'aspect fondamental, évidemment, de ce géant de l'aéronautique civile, de la défense également. Mais surtout d'un point de vue technique, on est revenu sur un support très important sur lequel on est ce matin, la zone 134 à 135 €. À très court terme, on a distingué 2 objectifs, un peu en dessous des 140 sur les 139,80 et par extension, et c'est cet objectif-là que l'on vise, les 141,90 avec un stop sous le niveau psychologique des 130. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a un flux d'actualité plutôt bon en ce moment sur Thalès, avec notamment la livraison de plusieurs constellations de satellites. Et au-delà de ça, on a des recommandations d'analystes et de courtiers qui continuent d'être bons, alors que l'action a plutôt sous-performé ces derniers temps, le CAC 40 qui était en plein rallye haussier, et même sur l'ensemble de l'année, malgré le contexte général, où on est à plus 13% sur Thalès, plus 17% sur le CAC. Et donc à court terme, j'insiste vraiment à court terme, on pense qu'il y a un potentiel à amplifier avec l'effet de levier d'un turbo pour aller chercher 15%. Vous êtes toujours très levier attentif 3. au chronomètre, Oui. J'apprécie beaucoup. 15% à levier 3, hein, c'était très Très bien. important. Non, oui, merci beaucoup, Dorian, c'était très clair. Franck, Jean-Louis, Let's go. tout le monde est d'accord. Nous, Bravo. On est investi sur la valeur, qui a certes sous-performé Oui. cette année, mais qui avait explosé l'année dernière bien sûr. pour toutes les mauvaises raisons qu'on connaît, en l'occurrence la guerre. Et donc la thématique de l'armement, c'est une thématique dans laquelle on doit être investi bien malheureusement, et qui donc nous, ça représente à peu près 15% de notre portefeuille Europe. On a 3 positions, donc c'est relativement important. Robuste, ouais. Et donc, compte tenu du contexte, on peut penser que le secteur de la défense pour les années à venir va avoir de quoi se mettre du chiffre d'affaires. Enfin voilà, on va avoir une forte augmentation des budgets défense de tous les États européens, avec les BAE Systems, les Thales, les Leonardo, les Saab, les Rheinmetall, tous ces acteurs qui sont relativement nombreux de l'armement et de la défense en Europe qui vont en bénéficier. Et donc c'est un secteur qui est très défensif et dans lequel on peut être investi. Et aussi quand vous avez des marchés qui peuvent corriger, souvent la défense se comporte différemment. Elle peut avoir un bêta faible, voire même négatif par moment. Donc, Bêta, donc expliquez en 2 mots, un coefficient bêta, de en gros, corrélation. c'est un coefficient de corrélation, c'est la manière dont ces sociétés fluctuent par rapport au marché en général. Et donc, c'est une thématique dans laquelle on va pouvoir être investi durablement. À très court terme, je ne sais pas si par contre, les investisseurs ne vont pas plutôt avoir envie d'aller sur des titres décotés. Plus du Renault que du Thales, mais sur un horizon Il avant bien. Il le replace. sur un horizon de temps plus Il est long, malin, il est on malin. a les deux, on est d'accord. Jean-Louis, Alors moi j'ai dit oui parce qu'il y a en effet un repère chartiste tout à fait clair, qui est la zone moi support. je le vois pas, excusez-moi. Vous avez la formation vous avez une forte hausse, et derrière vous avez un triangle Triangle, avec une base J'hésite à horizontale. Oui, comme un drapeau, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est censé partir statistiquement à la hausse après un tel triangle, D'accord. une telle Très formation. bien. C'est-à-dire C'est que précis. normalement on doit avoir quelques oscillations et ça doit y aller assez rapidement. Ouais. Donc on peut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément le market timing immédiat, mais c'est une zone d'achat sur repli, partant du principe qu'on a une conviction favorable sur le titre et sur la société, sur son activité. Donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Franck. Et donc si on veut y aller, c'est maintenant. C'est un repère à exploiter. Au moins, si vous voulez, on prend une décision par rapport à ce repère. Et on peut prendre une décision de sortir aussi parce qu'on infirme le repère. Vous voyez, ce qui est important, c'est le prix, c'est la chose qui
qui est la plus légitime possible. C'est la formation d'un prix, c'est on sait des choses, on ne sait pas tout, il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, etc. Donc le prix et sa forme, c'est important. Donc moi, prendre des décisions sur des figures, donc des patterns, c'est important. Et donc là, il y a une figure qui n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas qui dit achat. Donc le support du bas du triangle à C'est ça. 135. Merci infiniment, messieurs, pour ces coups de cœur de trader. On va passer maintenant à la rubrique suivante, le quiz, ou à vos marques. À vos marques, vous êtes prêts? Oui. Le quiz, la thématique de ce mois-ci, vous allez apprécier. Le CAC 40, tout simplement. Oui. On va voir si vous êtes des vrais spécialistes du marché français. Léa, je vous en prie. Le quiz, il est vraiment pour Jean-Louis, hein. C'est le dernier de l'année. J'espère qu'il va vous plaire. Alors, on y va. Première question. Début de l'année 2000, quelle était la société détenant la plus importante capitalisation boursière du CAC 40? S'agit-il de France Télécom, Total Energy ou Vivendi? Non, Franck, vous êtes éliminé parce qu'on l'a refait hors image, on l'a refait et vous aviez buzzé juste avant la fin de l'énoncé, donc vous ne pouvez pas participer. Bienvenue dans lavie.com, je me souviens. Jean-Louis. Effectivement, c'est France Télécom, donc Orange pour les plus jeunes d'entre vous. France Télécom a connu des performances colossales avec l'euphorie de la bulle Internet. En mars 2020, on note même une séance où il a augmenté de plus de 25% pendant la séance. Alors aujourd'hui, ça surprend un peu moins parce qu'on a des très fortes volatilités intraday, mais à l'époque, c'était vraiment rare de voir une valeur progresser comme ça. Et donc on était sur une capitalisation de 224 milliards d'euros, ce qui était quasiment le budget de l'État pour l'année entière en 2000 pour donner une échelle de valeur. Alors là, le revers de la médaille, bien sûr, c'est que lors du krach des télécoms en 2002, France Télécom a énormément souffert et était même qualifiée à l'époque d'une des entreprises les plus endettées au monde avec 69 milliards de dettes à court terme. Je me souviens, en l'an 2000, ou en 99, j'étais jeune diplômé, je crois avoir acheté l'action France Télécom à plus de 200 €. Ah. Pas loin de ses plus hauts. Premier investissement boursier. Bon, Malheureux. Pris. En fait, quand Léa a dit 25%, c'était la pondération. Attention, parce que j'ai bien compris ce que vous disiez, Léa, mais on pouvait penser que c'était l'action qui avait gagné 25%. Non, il y avait des journées de très forte volatilité. Oui, mais c'est la pondération qui avait gagné 25%. L'importance de France C'était monté à 25% du CAC 40. Énorme. Oui. Très bien. Donc un point pour Jean-Louis. Bah, c'était pas capé. Un point pour Jean-Louis, 0 pour Dorian et Franck. Deuxième question. Désolé Franck, hein, c'est mon honnêteté. Il fallait que nos téléspectateurs le sachent. Parmi les actions suivantes, laquelle a subi le plus de retrait de la cote? Est-ce Alcatel, LVMH ou Pernod Ricard? Alcatel. Effectivement, c'est Alcatel, Dorian, bien joué. Alcatel est sorti 2 fois du CAC 40. Jean-Louis, vous avez l'air de la cote. De la cote. du CAC 40. Non, mais d'accord. Oui, Je pense sur le CAC 40. Porte réclamation, moi aussi. Porte réclamation. Vous pouvez écrire, porte Mauvais réclamation. joueur, vous c'est pouvez écrire des incroyable. courriers au service Je de m'en vais, réclamation de d'ailleurs. l'émission, si vous le souhaitez. Ah, mais Je m'en vais. Réclamation à trade ou pas Le grand comité de contrôle statuera sur vos réclamations. Non, mais Léa, là, moi j'accepte 1-1-1 pour le premier, 1-1-1 pour le deuxième, Non, parce que là tout le monde le savait. un partout, Dorian, Jean-Louis, Franck 0. Vous Oui, voulez alors expliquer un petit peu? effectivement, 2 fois sorti du CAC 40, Alcatel, la première fois en 2012 remplacée par Gemalto. Là, c'était vraiment une gestion catastrophique de la société et une activité divisée par 2 qui fait qu'Alcatel, dès 2009, est devenu en fait ce qu'on appelle un penny stock, donc un stock quasiment qui vaut plus rien, alors qu'il valait 100 € en 2000. Et la deuxième fois où Alcatel a été sorti du CAC 40, c'était en 2016, suite à la fusion avec Nokia. Nokia a décidé de sortir toutes les actions à Alcatel-Lucent de la cote au profit de celles de Nokia. LVMH, bien sûr, n'est jamais sorti de la cote et Pernod Ricard qu'une seule fois. Okay. Troisième question. Troisième question. Parmi les entreprises présentes à la création du CAC 40, combien sont aujourd'hui encore présentes, incluant les rachats et les fusions? Parle-t-on de 17 valeurs, 21 valeurs ou 32? Facile, 17. Non. Dorian. Vous avez une On chance. va voir la réponse, hein, Dorian. Ayez l'air Quand on convaincu. buzz, Ayez l'air convaincu. 21. Je réponds. Non, mais bien sûr. 21. Bien sûr. Oh, j'adore. Pourquoi vous n'avez pas buzzé, Jean-Louis? Si, j'ai buzzé. Il me semblait même.
Oui, c'est 21 effectivement qui sont toujours là. Donc il y a Air Liquide, Bouygues, Essilor, le grand LVMH. Je vais vous épargner de toutes les citer. Mais alors effectivement, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est qu'il finalement il n'y a que 10 entreprises du CAC 40 qui étaient présentes à la création du CAC et qui le sont toujours et qui n'en ont jamais été sorties, dont Air Liquide, Carrefour, LVMH, Michelin. Valeur de fonds de portefeuille aussi, hein. On les connaît bien. 4e question, égalité parfaite entre nos candidats. 4e question. Entre 2000 et 2020, quelle a été la croissance des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ? 90%, 180% ou 270 ? 270. Oui, Dorian, vous êtes inarrêtable aujourd'hui. Le talent. On est sur un rallye de quiz de fin d'année. Oui, effectivement. Alors, en 99, pour vous donner un petit peu des éléments de réponse, on était sur 59 points détachés du CAC et en 2023, a priori, on sera sur 239. Voilà, il y a une étude qui est parue de l'Institut Refinitiv qui montre que les entreprises qui ont le plus augmenté leurs dividendes au cours de ces 20 dernières années sont Téléperformance, LVMH et Hermès. Alors, ils ne partent pas tous du même niveau, hein. C'est des augmentations en pourcentage, attention. Et les 3 qui ont le plus diminué leurs dividendes au cours des 20 dernières années, il s'agit d'Unibail, Renault et Publicis. Dorian 2 points, Jean-Louis 1 point, Franck 1 point. Question décisive. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti, 5e question. Dernière question. Depuis début 2023, quel est le duo le plus performant du CAC 40 ? S'agit-il de Stellantis Saint-Gobain, Stellantis Hermès ou Kering LVMH ? Jean-Louis. Stellantis Hermès. Non. Stellantis Saint-Gobain. Oui, effectivement. Dorian, ce quiz était vraiment pour vous. Alors, Stellantis plus 56% depuis le début de l'année, Saint-Gobain plus 40%, versus Hermès plus 35%. Vous n'étiez pas, pas très loin, Jean-Louis. Hein, ça se joue à pas grand-chose. Oui, alors Stellantis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Renault. C'est vrai qu'ils ont énormément profité du segment des ventes électriques, puisqu'ils sont à plus 37% de ventes par rapport au 3e trimestre 2022, et qu'on voit vraiment un momentum très favorable. Ils sont passés devant Ford, General Motors, BMW et Mercedes. Donc là, on est vraiment sur des résultats très encourageants. Saint-Gobain, pour le coup, c'est pas vraiment les résultats qui sont encourageants, mais plus les perspectives futures, puisque malgré un marché assez compliqué, le groupe est vraiment sur un positionnement stratégique qui est particulièrement intéressant autour de la décarbonation. Donc les marchés croient fortement dans les perspectives de croissance. Et Kering LVMH ? Et Kering LVMH, on est sur des performances LVMH 8%, Kering pareil. Donc on est quand même bien derrière. Les déboires de la croissance chinoise. Merci messieurs, quelque chose à rajouter pour cette fin d'année ? Meilleurs vœux ? Bonne fête. Bonne fête de fin d'année. Je vous rappelle que si vous souhaitez que l'on parle d'un sous-jacent en particulier, vous pouvez nous écrire à info@SG Bourse et on s'efforcera de le communiquer à nos invités pour savoir s'ils ont des scénarios d'investissement sur la valeur. Merci infiniment et joyeuses fêtes de fin d'année.